Actuellement, je suis étudiant en master, donc innovation entreprise et société sur Eco Laval. Et je suis également alternant au sein du CJD, donc Centre des jeunes dirigeants. Donc pour la question que David m'a posée, par rapport à mon parcours, déjà il faut savoir que j'ai commencé, je ne suis pas né en France, je suis arrivé en France à l'âge d'à peu près 10 ans, 11 ans. Donc je suis arrivé en France, je ne savais pas parler français, donc toutes les problématiques que peut rencontrer un enfant immigré. Donc après ça, je suis parti d'abord, je suis arrivé au Bourget. Donc après ça, j'ai déménagé à Sarcelles. Donc c'est là que ma vie a un peu connu un bouleversement dans le sens où c'est là-bas que j'ai rencontré la première association à laquelle je me suis adhéré. Donc ça s'appelle Sport dans la ville. Donc j'ai rejoint Sport dans la ville dans le cadre du programme sportif pour le basket. Donc c'est une association qui accompagne tous les jeunes qui sont sur les sites prioritaires, donc 95, Val d'Oise, les banlieues, etc. Donc c'est là-bas que j'ai commencé le programme sportif et c'est là-bas aussi que j'ai fait mes rencontres avec des animateurs qui sont sur le terrain, qui nous entraînent et avec qui on a pu avoir des discussions, mais aussi les responsables d'insertion. Donc juste là-bas, en fait, j'ai tissé des liens hyper forts avec les animateurs, parce que dans le sens où là-bas, les entraînements c'était le mercredi et le samedi, donc on passait toute la journée de 8h jusqu'à 17h, 18h là-bas, donc beaucoup de temps de discussion avec les animateurs. On avait aussi des temps d'entraînement, mais il y avait aussi pas mal de discussions dans le sens où il y avait des animateurs tous les animateurs qui étaient présents sur le terrain, ils n'étaient pas là juste pour nous entraîner, mais il y avait également une passion, un engagement. Et ils étaient là vraiment hyper impliqués, ils nous racontaient leurs histoires, ce qu'ils avaient fait eux, leur parcours, que ce soit au niveau éducatif, familial, etc. Et nous conseillaient aussi vis-à-vis de ça, par rapport à nos études, que ce soit ce qu'on voulait faire, trouver aussi nos points forts, sur quoi on peut continuer, etc. Donc tout d'abord, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé au milieu associatif. Donc j'ai continué avec son avis pendant 3-4 ans, et après, à la 4e année, en fait, au bout d'un moment, ils m'ont demandé est-ce que tu veux faire le BAFA. Donc c'était à ce moment-là que je me suis vraiment posé la question de c'est quoi le BAFA. Donc je me suis renseigné et j'ai appris qu'en fait c'est pour être animateur sur les terrains comme les animateurs qui étaient déjà pour nous présents sur le terrain. Donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc je suis parti, j'ai fait de la formation. Et j'ai pas mal eu des retours. J'ai fait la formation qui a duré une semaine et après le stage. Et pendant cette même période-là, en fait, j'étais activement sur le terrain pour entraîner aussi des jeunes qui étaient déjà là. Donc avec l'animateur responsable qui était sur le terrain. Et à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment cette envie, à force de recevoir, de redonner ce que j'avais reçu. Donc cette envie de partager toute l'expérience et tout ce que les animateurs vraiment ont pu m'apprendre et tout ce que moi j'ai appris par moi-même aussi. Donc après ça, en fait, j'ai fait la formation, j'ai continué à entraîner les jeunes sur le terrain avec le responsable. Et j'avais vraiment cette envie de continuer à transmettre, parce qu'on reçoit plein de choses au niveau des associations. Donc, à force, on a aussi envie de redonner, contribuer à l'édifice, apporter notre pierre et faire grandir tout ça. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai rejoint l'association Campus. Donc c'est un programme d'accompagnement de jeunes comme Poirot, mais sur le direct qui touche directement les jeunes qui sont en terminale. Donc ils sont là pour les aider à trouver leur voie et aussi à trouver leur voie et aussi à les guider sur ce qu'ils veulent faire plus tard et les préparer leurs examens, etc. Donc en 3e, moi j'ai été mentor là-bas. J'ai pris une mentorée avec qui ça s'est hyper bien passé. Elle a quand même boosté mon envie de continuer à partager ce que j'ai vécu et surtout continuer à apprendre parce qu'on reçoit aussi des choses en tant que mentor. Il ne faut pas se dire qu'on ne reçoit rien en tant que mentor. L'expérience des jeunes, elle est hyper importante dans le sens où, par exemple, moi j'étais grave éloigné après que j'ai fini mon bac, je ne suivais plus trop ce qui se passait au niveau de l'éducation. Ce qui se passe, en fait, elle m'a appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'éducation, que le format a changé, que les formations n'existent plus, etc. Donc même elle m'a beaucoup appris. Donc à force je vais continuer à être mentor et je continue à être mentor. J'ai fait le programme mentoring donc avec Julia et Gilles, qui ont été mes mentors. Donc avec chaque thématique, que ce soit refondre des CV, apprendre à reconnaître ses qualités,
et plein d'autres thématiques. Et à force, en fait, on apprend. Et même moi, je me suis repris à apprendre. Et l'une des phrases qui m'avait beaucoup marqué chez mon mentor Gilles, c'est qu'il avait dit: moi, je vous apprends beaucoup de choses, mais moi, vous aussi, vous m'apportez beaucoup de choses en retour. Je ne suis pas du bénévolat, dans le sens où il n'y a pas que lui qui reçoit, mais nous aussi. Donc c'est comme ça qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas, à force de donner, ben, on reçoit également, et que c'est pas qu'un échange unilatéral. Donc c'est comme ça que j'ai continué avec le PowerWall, j'ai fait la formation. À la fin du parcours mentoring, j'ai réussi à trouver une alternance, donc au centre des jeunes dirigeants, pour le poste de chef de projet digital. Et maintenant, bah, en fait, je travaille également sur un projet entrepreneurial et je suis impliqué comme bénévole dans une association qui est sur le territoire de Sarcelles, donc Sarcelles Inspire. Donc c'est une association qui a moins de 6 mois, on vient tout juste de débuter. Et en fait, le but de l'asso, c'est surtout de cartographier toutes les associations qui sont sur le territoire de Sarcelles et de les mettre en commun pour que déjà ils puissent se connaître entre eux. Et aussi de pouvoir d'aider les gens qui habitent dans les villes, que ce soit pour les habitants de Sarcelles, avec Sarcelles Inspire, dans le sens où on ne veut pas impacter que les jeunes, mais tous les habitants de Sarcelles. Il n'y a pas que les jeunes qui sont impactés par plein de choses, mais aussi tous les habitants. Il y a plein d'associations sur le territoire de Sarcelles qui peuvent les aider, qui peuvent leur proposer un accompagnement. Donc c'est pour ça que très récemment, j'ai rejoint Sarcelles Inspire. Et actuellement, je travaille aussi sur un projet entrepreneurial, donc sur une plateforme digitale pour aider les créateurs de contenu type Mandata, des syndicats, etc., à publier leur contenu et avoir une rémunération autour de ça. Donc ça va leur permettre déjà d'avoir une communauté et aussi de pouvoir avoir des financements pour pouvoir développer leurs œuvres, avoir des retours, etc. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout répondu. J'ai trouvé vraiment ton témoignage très clair et super inspirant et ça résonne avec beaucoup de parcours et le mien notamment. Pour la petite histoire, j'ai été en situation de décrochage scolaire, en grosse difficulté scolaire et aussi le BAFA ça a été un déclic parce que effectivement la culture de l'éducation populaire qui donne confiance en tes capacités, moi ça a été quelque chose de très fort et ça a provoqué la même chose que toi, de réciprocité, de vouloir dire bah, en fait ce que j'ai reçu c'est, enfin voilà, il va falloir que je le redonne et j'ai trouvé ça très clair et très inspirant et finalement on voit bien que cette notion de réciprocité elle est à la base de la confiance. Donc, en tout cas, c'est très clair. Check. Merci. Merci pour ton partage qui est très très inspirant. Moi du coup je suis intéressante, c'est que lorsqu'on arrive à avoir un certain accompagnement d'une structure qui nous a été bénéfique et qui a vraiment impacté notre parcours, sachant d'où l'on vient et des personnes entre guillemets qui potentiellement nous ressemblent et pourraient bénéficier de ce parcours-là, on a envie aussi de leur transmettre les opportunités pour pouvoir leur permettre eux aussi d'essayer d'aller chercher plus loin. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que moi, du coup, j'ai grandi à Créteil, du coup dans le 94, et de par, entre guillemets, mon parcours un peu scolaire et extrascolaire dans cette ville que j'aime beaucoup, en fait, je me suis rendu compte a posteriori que à l'époque, tout était organisé pour nous faire comprendre que j'avais pas forcément ma place dans les hautes instances de réussite et que réussir c'était pas forcément un droit que moi j'avais en tant que personne descendant d'office d'immigration, issue de l'immigration. Et en fait, moi j'ai été accompagné par une association qui s'appelle l'Article 1, dont j'ai été bénéficiaire. À l'époque Fratelli, enfin quand j'avais été bénéficiaire, et c'est la première fois où je retrouvais dans un espace, on va dire aussi petit qu'une pièce, autant de personnes qui représentaient un peu la réussite scolaire comme nous l'a présenté. Ça veut dire qu'il y avait des jeunes aujourd'hui que je voyais qui me ressemblaient et qui me parlaient d'écoles comme l'essai, des choses où moi-même en fait j'osais même pas rêver parce que en fait l'environnement me faisait comprendre que déjà, si tu as ton bac, remercie le Seigneur, quoi. Donc, dans l'idée, ça m'a vraiment mis un
coup de, réalisme qui me suis dit, en fait, c'est possible parce que ces personnes-là, elles me ressemblent, on a les mêmes références, on rigole aux mêmes blagues et on se ressemble. Et en fait, ces personnes-là, elles réussissent. C'est pas réservé à Pierre, Paul, Jacques, Ruth, etc. Donc vraiment, moi, ça m'a vraiment touché, mon accompagnement avec Article 1. C'est pour ça qu'après, je me suis investi vraiment dans un engagement bénévole au niveau d'Article 1, au point de vouloir en faire mon métier. Donc après, j'ai vraiment forcé, parce que j'ai fait une demande pour pouvoir faire une alternance. Ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas d'alternance, j'ai envoyé 50 lettres. Donc vraiment, ils ont créé un poste d'alternant derrière, et après, derrière, ça m'a vraiment poussé pour pouvoir essayer d'accompagner et proposer au mieux, justement, aux nouvelles générations qui me ressemblaient, qui ont peut-être les mêmes parcours que moi, qui ont peut-être les mêmes blocages que moi, leur faciliter l'accès, justement, à ces structures qui sont là, en fait, pour donner la main. Parce que moi, pour donner un peu plus de visibilité sur ma perception, quand j'étais à un âge, en fait, pour moi, le seul moyen de réussir, c'était d'être bon au football et de faire du sport. Parce que les personnes qui me ressemblaient, c'est là où je les voyais. Je me disais, bon, médecin, ok, tu vas faire 8 ans de médecin, mais il n'y a pas de médecin noir, quoi, globalement. C'est ce que je me disais quand j'étais petit. Et en fait, à force de pouvoir justement vivre des réalités en fait qui ont été un cadeau pour moi, de pouvoir comprendre que au-delà des rapports et de la pression systémique, il y avait des opportunités qui existaient, il y avait des réalités qui étaient là, mais qu'en fait le clivage qu'il y avait dans la pensée entre les opportunités et les personnes qui sont là pour offrir ces opportunités-là et les personnes qui doivent les recevoir, en fait il y avait vraiment une barrière psychologique qui faisait qu'on pouvait offrir le meilleur accompagnement possible. En fait, il ne pouvait pas être reçu de la bonne manière de par les biais cognitifs et les biais qu'il y avait en intérieur. Donc moi, pendant toutes ces années-là, j'ai fait 5 ans chez Article 1. Mon travail, en tant qu'employé, et mon travail, c'était vraiment pouvoir accompagner justement des personnes qui se mettaient en posture de bénéficiaire en se disant je vais recevoir de manière pratico-pratique peut-être une bourse de 2000 € ou bien un accompagnement précis, de passer du stade de consommateur au stade vraiment d'acteur, pour pouvoir se dire que, en fait, mon parcours, il m'appartient, mais il se construit aussi avec les personnes qui sont autour de moi. Et le mentor qui est là, je suis aussi là pour lui apporter, c'est pour ça que j'ai trouvé très juste ce que tu disais, c'est que la relation n'est pas unilatérale, elle n'est pas descendante. L'idée, c'est vraiment de se dire que, par le collectif, en fait, on va pouvoir s'élever, échanger et créer un monde dans lequel quand bien même on a des façons de voir le monde qui sont différentes, on peut quand même coexister et être en paix avec. Donc franchement, bravo pour ton parcours. Ça fait résonner pas mal de choses. Et après, pour justement le lien avec tout ce qui est en lien avec ce sujet, j'ai trouvé très juste la question que vous posiez sur la confiance. Parce que vraiment, je pense que c'est un peu le point sur lequel il faut travailler pour que de manière exponentielle, en fait, toutes les solutions qu'on essaie de penser, elles puissent avoir un impact efficace. Merci pour ton témoignage. Alors effectivement, ça fait écho comme chèque. Moi, je suis issu de l'associatif au départ. Je me suis formé dans la grande école du monde associatif. Et pendant pas mal d'années, je me suis battu contre une personne. Et au final, je l'ai remercié, cette personne-là. Je me suis battu contre un maire parce que ce maire-là, dans la ville, je ne vais pas la citer là, n'avait rien proposé dans son programme municipal pour développer une vraie politique jeunesse sur le territoire. Et les conditions étaient réunies pour créer une dynamique de lutte, de bataille contre cette politique municipale. Et c'est ce qui m'a formé au final. C'est-à-dire qu'au départ, je bataillais contre ça, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça, mais je ne savais pas que ça allait me transformer. Je ne savais pas que ça allait me faire grandir beaucoup plus vite que si je n'étais pas engagé dans cette bataille. Et je me suis retrouvé à remercier finalement cet élu-là. La question que je me pose derrière, et que je te pose, et que je pose aussi à d'autres, là, à tout le monde, c'est est-ce qu'il y a des territoires qui sont peut-être plus favorables à l'engagement associatif que d'autres? Est-ce que quand il y a beaucoup de choses, est-ce que quand il y a une grande offre, quand il y a une politique éducative fournie, riche, quand il y a de vraies équipes solides, est-ce que ça réduit, est-ce que ça limite le niveau d'engagement associatif, la créativité?
l'engagement des jeunes ou pas? C'est une question que je lance comme ça et qui, moi, m'interroge de par mon parcours. La question que je me pose au final, c'est si j'avais grandi dans une ville dans laquelle il y aurait eu une bonne politique éducative, avec des structures jeunesse, des éducateurs. On n'avait même pas de service jeunesse. Un animateur pour une ville de 30 000 habitants. Voilà. Est-ce que j'aurais eu le même parcours? Donc, merci à tous les deux déjà. Je dirais pour ma part, en fait, je pense que je suis bien conscient du fait qu'il y a eu ça, le sport dans la vie et plein d'autres assos qui ont suivi, que je ne suis pas du tout la même personne que j'aurais pu être avant, dans le sens où dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, ça soit à Sarcelles, en fait, il y a beaucoup de problématiques, comme par exemple l'autocensure, le fait de dire on ne peut pas y arriver parce qu'on vient d'un quartier ou parce qu'on est migré, parce qu'on est noir, ou plein d'autres problématiques qui sont dans ces quartiers-là. Et aussi le fait qu'en fait, toutes ces problématiques-là, elles arrivent dans l'environnement déjà dans lequel on évolue, que ce soit dans le fait où on nous a souvent, peut-être que les grands qui étaient avant, les anciens, nous ont peut-être dit oui, on ne va pas forcément réussir, forcément il n'y a que le sport qui est là pour nous, parce que actuellement je me rends compte que c'est beaucoup le cas de beaucoup de jeunes avec qui je travaille pour Ambition Campus, dans le sens où beaucoup de ces jeunes se disent il n'y a que le sport, il n'y a que le foot, il n'y a que le basket, moi je ne vais pas réussir dans les études, etc. Et le fait qu'il y a beaucoup d'associations, en fait ça change toute la donne. Et surtout, les équipes qui sont sur le terrain, qu'ils aient de la confiance entre les équipes, les animateurs qui ont la confiance avec leurs responsables de l'insertion, dans le sens où même nous, ça nous propage, ça nous donne envie d'avoir confiance en ces animateurs, parce que au fur et à mesure que nous-mêmes on discute avec eux, on sent qu'il y a un vrai parcours et ils ont aussi le même parcours similaire que le nôtre. Eux aussi, ils n'ont pas été dans des grandes écoles, ils ont fait aussi des erreurs, ils ont aussi ils sont aussi devenus animateurs, ils ont plein de choses à partager. Et le fait qu'il y ait toutes ces associations qui sont présentes sur le territoire, et surtout ces derniers temps, il y en a de plus en plus qui sont là, qui émergent, en fait ça change toute la donne et ça encourage vraiment de plus en plus de jeunes. Plus on les, moi j'ai une vision du monde qui comment je peux dire ça, plus il y a d'associations en France ou dans le monde, moins il y aura de problématiques humanitaires, que ce soit au niveau de l'engagement des jeunes, l'environnement, toutes les problématiques. On peut traiter tout ça, plus il y a des sessions qui se penchent sur ces sujets-là, moins il y aura de problématiques. Donc je pense que... Écoutez, super intéressante la question. Moi, de mon point de vue, je pense que le parcours n'aurait pas été le même. Est-ce qu'il aurait été meilleur ou moins bon? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que, là, je parle sous le prisme, je sors d'un accompagnement de 9 mois de process. Donc, je suis beaucoup dans la philosophie, là, ce temps-ci. Et je me dis que, en fait, il y a, entre guillemets, certaines de nos douleurs ou de nos frustrations que l'on vit au quotidien par moment. Peut-être que la vie nous fait vivre ces choses-là de par le tempérament qu'on a pour qu'on puisse justement apporter des solutions. Et peut-être que si cette frustration, tu ne l'avais pas vécue, peut-être qu'il y a plein de centaines de jeunes que tu accompagnes aujourd'hui ou qui bénéficient de tes actions dont tu es au courant et dont tu n'es même pas au courant. En fait, peut-être que ces jeunes-là n'auraient pas eu la chance de pouvoir avoir ces choses-là d'une bonne manière. Et parfois, la douleur la frustration permet de développer l'empathie sur un vécu pour apporter une solution qui répond vraiment à un problème. Parce que, comme on dit en général dans une logique un peu entrepreneuriale, les beaux projets, il y en a 30 000. Aujourd'hui, on peut choisir un beau projet, une belle idée de projet, mais le meilleur projet, c'est celui qui va vraiment répondre à un besoin. Et peut-être que le meilleur projet, des fois, dans un endroit, c'est juste construire un puits ou amener un couteau. Or qu'on pourrait se dire que je vais créer un couteau digital qui est connecté à la Wi-Fi, mais en vrai, ça ne répond pas vraiment au problème. Donc, j'ai envie de dire, moi personnellement, je suis content que tu aies eu cette frustration-là, ce parcours-là. Donc voilà, c'est juste pour être de la question. Alors pour la petite histoire, dans cette commune-là, avant de la quitter, on a bataillé contre merde de façon assez investie, assez violente, mais dans le bon sens du terme. Et on a contribué à l'avènement d'une direction jeunesse dans cette commune. Donc, on m'en a proposé la direction, j'ai refusé parce que j'ai toujours
recherché à ne pas habiter là où je travaillais. Ça, j'en ai fait une règle d'or. Mais voilà, depuis, il y a une direction jeunesse et l'association qu'on a créée il y a un peu plus de 20 ans existe toujours et ce sont des jeunes qui la dirigent actuellement. C'était vraiment des échanges extrêmement intéressants. On va passer à la seconde thématique. Du coup, on a le plaisir d'accueillir Yves Le Gall et Camille Tutin. Yves Le Gall qui est directrice adjointe mission locale de la ville et Camille Tutin, fondatrice de l'association Tremplin Jeunesse. Et je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Je l'ai fait, mais si vous voulez rajouter. Oui, Yves, je co-dirige la mission locale de la Lyre, qui se trouve sur les communes de Bobigny, Quentin, Le Pré-Saint-Gervais, les Villas, en Seine-Saint-Denis. On a parlé de tous les quartiers prioritaires. Bon, la Seine-Saint-Denis, globalement, en fait partie. C'est un département très, très prioritaire. Et donc, pour dire quelques mots juste de la mission locale, même si je pense qu'on a beaucoup parlé des missions locales, la mission locale, elle accompagne donc les jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés. Qui sont déscolarisés. Et donc, le principe, c'est un accompagnement qu'on appelle le global, à savoir un accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle. Voilà, en quelques mots. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Camille, la présidente et fondatrice de Tremplin Jeunesse. Nous, on est une jeune asso, on va fêter nos 2 ans en juin. Qu'est-ce que je peux dire? Chez Tremplin Jeunesse, on accompagne donc aussi les jeunes, comme notre nom l'indique. Pour nous, jeunes, c'est 15 à 30 ans. Et notre première cause, c'est de l'orientation subie. Et vous en avez super bien parlé tout à l'heure, le fait que voilà, la plupart des jeunes en fait, ne choisissent pas vraiment leur orientation et leur projet professionnel, et ce dans tous les milieux. Ça touche bien sûr encore plus des jeunes qui sont dans des situations de précarité, de fragilité, mais ça touche aussi les autres jeunes. Et donc nous, on conçoit des parcours pédagogiques de quelques semaines. On va monter avec eux un projet d'entreprise à impact, avec l'idée qu'ils vont être dans le faire, ils ne vont pas être dans le projet de on veut monter telle entreprise, ils vont être dans le concret de on doit faire telle chose pour qu'à la fin notre entreprise existe et qu'on ait un bilan financier, pour se dire bah voilà, j'ai été capable de faire tout ça à la fin du parcours, le budget, la com, la négo client, le bilan, et pouvoir se dire bah en fait j'ai développé tant de compétences, je suis capable de faire ça et je construis mon projet en étant plus sûre de moi. Voilà ce qu'on fait rapidement. Finalement, dans vos contextes professionnels, j'imagine que vous rencontrez un certain nombre d'obstacles à la mise en place et à l'instauration d'une relation de confiance, mais aussi et surtout, vous avez pu avoir une expérience, un regard aujourd'hui sur, par contre, ces moyens qui permettent d'instaurer une relation de confiance. Et donc, moi, ma question, elle est peut-être la suivante, c'est que vous puissiez, à travers votre témoignage, nous dire, voilà, qu'est-ce qui est fait en jeu sur l'instauration de ce type de relation. Nous, je dirais que paradoxalement, on a du mal à avoir la confiance des structures prescriptrices. C'est plus l'enjeu en fait. Parce que le moment où on rencontre le jeune ou la jeune, c'est assez rapide finalement l'établissement de la confiance. Si le projet correspond à où il en est, ce dont il a besoin, ça va se faire vite. Si c'est pas là où il en est, on n'est pas le bon partenaire, donc forcément il va s'orienter vers quelqu'un d'autre. Mais en fait, le moment où on rencontre le jeune, on fait l'entretien individuel en amont du parcours pour savoir si c'est bien fait pour lui. Finalement, c'est pas tellement là qu'est l'enjeu, la difficulté. La difficulté, c'est de ramener le jeune sur ce premier entretien individuel, de le rencontrer en fait en amont, et souvent ça passe par d'autres structures, donc comme la mission locale. Nous on est à Paris, donc plutôt la mission locale de Paris, et ça passe aussi par plein d'autres associations de terrain ou donc qui travaillent directement dans les quartiers ou surtout Paris. Et donc Paris, il y a beaucoup d'enjeux différents. Le 18e, le 19e, ça n'a rien à voir. Un QPV, un autre QPV, ça n'a rien à voir. Donc il y a beaucoup de problématiques différentes, beaucoup de structures différentes. C'est Paris, donc il y a beaucoup de structures qui adressent des problématiques similaires ou proches des nôtres.
Et nous, on est jeunes aussi. Donc, avoir la confiance de ces autres structures en disant « Ah, coucou, nous, regardez, on fait un super nouveau truc, faites-nous confiance, parlez-en à vos jeunes », c'est plus ça qui est difficile pour nous, en fait. Réussir à rencontrer parmi le flot des sollicitations, parce qu'on le sait, tous les conseillers sont débordés, les référents structures aussi souvent le sont. Et donc voilà, réussir à instaurer cette confiance avec le conseiller, c'est plus ça qui est difficile. Montrer où est notre expertise, comment notre accompagnement il va vraiment être utile aux jeunes et en quoi ils peuvent nous faire confiance. Parce que la confiance des jeunes, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est réciproque. Si un conseiller a la confiance d'un jeune ou d'une jeune qui lui dit participe à ce parcours, c'est génial, et que derrière, c'est pas génial, voire c'est nul, voire ça lui fait perdre de la confiance, il y a toute une relation derrière qui se trouve fragilisée. Donc nous, on est plus dans cet entre-deux et cette difficulté-là. Voilà pour nous. Peut-être pour répondre un petit peu, en fait on a un vrai sujet quand on parle de confiance sur justement le fameux lien. Et en fait, quand un jeune arrive à la mission locale, la façon, mais de la même manière que ce que tu dis, la façon dont il arrive à la mission locale, elle peut faire toute la différence sur la relation de confiance qui va s'instaurer. Parce que entre un jeune qui vient tout seul, parce qu'il a un copain ou la famille qui lui a dit bah, ça m'a vraiment aidé, vas-y, n'hésite pas, etc., le lien, de fait, il va être facilité. Par contre, on a aussi d'autres types d'orientations qui sont des orientations plus institutionnelles. Et je dirais un peu la pire, c'est celui qui a été à l'école, ça s'est pas bien passé, et l'école lui a dit bon, bah maintenant ça suffit, nous on peut plus rien faire pour toi, il faut que tu ailles à la mission locale, en mode punition. Bah, tu as raté l'école, maintenant bah, c'est perdu, c'est mission locale. Donc du coup forcément, c'est moins, je pense pas qu'on ait des typologies de jeunes avec lesquels c'est plus difficile de rentrer en lien de confiance. C'est souvent lié à comment est-ce que le jeune est arrivé jusqu'à nous. Et de la même manière, quand, et donc j'ai des collègues en plus conseillers qui sont présents, qui pourront témoigner, en fait quand le lien de confiance il a réussi à être établi parce que ça ne se fait pas de fait, il y a aussi de la part du conseiller un enjeu sur comment est-ce qu'on transmet le lien. Et ça, c'est un vrai sujet. On le travaille, nous, pas mal sur le territoire, puisque on est, pour certains, c'est peut-être un mot qui va parler, sur les dispositifs PRIGE. Donc, c'est les programmes régionaux d'insertion des jeunes, où l'idée, c'est d'avoir des personnes qui vont dans les quartiers. Je vulgarise un peu, mais en gros, ils vont dans les quartiers, faire créer du lien avec les jeunes, et leur rôle à eux, c'est de les ramener dans les institutions, notamment qui peut être la mission locale. Et là aussi, on voit bien que le lien se crée, dans les quartiers bien sûr, ça se fait, mais après, pour que le jeune arrive jusqu'à la mission locale, c'est un autre sujet. Soit parce que le référent de parcours, ce qu'on appelle les référents de parcours, qui vont dans les quartiers, soit est un peu du mal pour dire mais ça se fonctionne bien avec le jeune, quand il faut que je vous le lâche, et c'est pas facile parce que bah, il y a le lien qui se crée, mais nous aussi, on est des professionnels et voilà. Ou alors parce que finalement il y a quelque chose d'un petit peu subi et le jeune se dit bah en fait je suis bien avec mon référent parcours, pourquoi je suis obligé d'aller à la mission locale, finalement ça se passe bien comme ça. Donc je trouve que la question du lien, elle doit exactement comme tu le dis se travailler d'abord entre les professionnels et ensuite forcément ça se facilite, en cas nous c'est un peu notre expérience. Oui, bonjour. Juste pour rebondir par rapport à la notion de confiance et d'accompagnement. Donc, moi, j'ai travaillé plusieurs années dans l'accompagnement, justement. Et il se trouve, pour l'anecdote, puisqu'en fait, quand je pense à l'accompagnement, je pense également à l'éducation, forcément, donc aux professeurs, etc. Et moi, quand j'étais en seconde, donc c'était pratiquement il y a 20 ans, en fait, il se trouve que j'avais un professeur de français qui nous faisait faire plein d'activités différentes. On allait au cinéma, au théâtre, etc. Et je me souviens d'une fois où justement il nous a fait voir un documentaire qui a clairement marqué ma vie et justement j'y repensais il n'y a pas longtemps et qui a totalement changé la donne en fait sur ma façon de percevoir justement la notion de réussite. Donc c'est un documentaire sur un basketteur qui s'appelle Selling the Wall en fait, c'est un tournoi de basket, ça se passe dans le Bronx en fait, donc elle filme ça et en fait on voit un mec qui est hyper fort et qui est en fait je crois que sa mère était
était drogué, etc. Donc il est recueilli par son coach de basket. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est vraiment une étoile montante, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le Michael Jordan en fait, de ces tournois-là. Et en fait, donc, aux États-Unis, on sait qu'il y a tout un système de quand tu es bon au sport, on peut t'aider, un système de bourse. Et donc, en fait, il arrive à avoir une bourse pour aller dans dans une bonne école. Et en fait, bon là, je spoil, désolé. Mais en fait, à la fin, donc moi j'étais là, je regarde, c'est vraiment le rêve américain, surtout à cet âge-là. Et en fait, à la fin, en fait, il repart à la rue. Et moi, je me suis dit, c'est possible. Et en fait, pour moi, c'était pas possible à partir du moment où on te donne les moyens, on te donne les structures, de pouvoir après, retourner à la rue. Normalement, je crois qu'il n'y en avait pas de nouvelles, etc. Bon, je n'ai pas des souvenirs c'était très très précis, mais en fait, ça m'a marqué. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a guidée en me disant, en fait, même des fois, quand on te donne les moyens, en tout cas d'une certaine manière, sur des moyens financiers ou autres pour réussir, des fois, ça ne suffit pas. Il y a tellement de problématiques qu'on a évoquées tout au long. Et en fait, pour l'anecdote, moi je me souviens que ce professeur de français-là, bon, parce que du coup, on avait pas des fois quand on est jeune, on critique, etc. Et moi j'avais été avec un pote et je lui ai dit, non mais attends, on est en français, on va voir des films, etc. C'était avant de voir le documentaire. Et je dis, non, on est censé faire des cours de français. Et le prof, il est passé à côté, je ne sais pas s'il a entendu, mais ça m'a marqué en me disant, waouh, c'est chaud en fait, s'il m'a entendu. Et en fait, moi, ce professeur, c'est un des profs qui m'a le plus marqué, justement parce qu'il avait un autre état d'esprit. Et j'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Et donc, en fait, il se trouve que je l'ai croisé, je crois qu'il y a 1 an. Donc voilà, donc ça fait quand même pratiquement 20 ans quoi, que je ne l'avais pas vu. Et je lui ai dit, monsieur Sabatier, en fait, vous avez changé, grâce à vous, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que vous avez eu dans ma vie. Et il m'a dit, ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça, parce que justement, c'est un petit peu ce qu'on veut, en tant que professeur. Et là, le parallèle que je veux faire avec l'accompagnement et cette notion de confiance, c'est aussi de se dire, des fois, on va accompagner, on ne va pas avoir des retours tout de suite. Ou des fois, on va avoir des critiques, ou des personnes vont, ils ne vont pas forcément se rendre compte de ce qui se passe. Mais en fait, c'est d'y croire. Et je pense que c'est là aussi tout le recul et toute la hauteur qu'on peut avoir en fait, dans ce secteur-là. C'est de se dire, nous aussi, on a une vision des choses. Par exemple, on parlait d'éducation. Tout à l'heure, tu parlais justement de biais psychologiques, etc. Toi, tu as vu des personnes dans la réussite. Il y a peut-être des personnes en fait, qui n'ont pas vu ça. Et donc, quand on va leur en parler, en fait, ça peut braquer, ça peut ne pas forcément être réceptif. Mais en fait, c'est à chaque fois se rappeler, ok, moi, je sais aussi pourquoi je fais ça. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce en quoi je crois. Et même si, en fait, on n'a pas forcément de reconnaissance, parce qu'en fait, c'est aussi un métier, on n'a pas tout de suite, des fois, tu disais, des fois avec les jeunes, ça fit, des fois avec les jeunes, ça fit, des fois, ça fit pas, et des fois, c'est des années plus tard où la personne elle prend conscience aussi de ce qui lui a été apporté. En fait, c'est de se dire, ok, c'est à chaque fois d'être ancré dans sa mission, et de se dire, moi, je sais pourquoi je fais ça, je le fais au mieux, bien sûr, c'est de se remettre en question dans sa pratique, de façon continuelle, mais en fait, de se dire, qui est la reconnaissance ou pas. En fait, peut-être qu'elle est là, mais qu'elle n'est pas dite. Mais à chaque fois, en fait, de rester focalisé, parce qu'il y a un vrai travail à faire. Et en effet, pour déstructurer les façons de penser, et moi je le vois encore, même moi, aujourd'hui à mon âge, en fait, malgré que j'ai dépassé, j'ai rencontré plein de gens, j'ai plein d'horizons, des connaissances de plein d'horizons différents, mais je me rends compte qu'il y a encore des blocages à certains moments. Je me dis, waouh, mais d'où ça vient? Et en fait, je travaille dessus, mais parce que c'est aussi dans ma nature, donc je travaille continuellement dessus. Mais il faut garder le focus, parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça paye. Merci pour ta prise de parole. Ça fait plein d'échos dans ma tête. Je vais essayer de ne pas tout oublier. Mais tu as dit une chose en particulier, c'est y croire. Et moi, je crois que c'est vraiment le fondement de la confiance qu'on crée avec les jeunes. En fait, c'est pour qu'ils y croient, c'est-à-dire pour qu'ils croient en eux-mêmes et qu'ils croient en nous, il faut que nous, d'abord, on croit en eux de manière inconditionnelle. Je pense vraiment ça, c'est le fondement en fait, de la relation qui se crée. C'est que quand on commence la relation, on initie, il faut, et c'est pas facile des fois, c'est-à-dire des fois ils disent mais non, je vais jamais y arriver, je suis pas bon à ça, ou juste ça m'intéresse pas. Et ben il faut quand même, et c'est là où c'est un moment où il faut donner beaucoup, il faut croire tout le temps, il faut croire, il faut dire, répéter et montrer par l'action, pas juste dire, mais donner vraiment la possibilité de prouver qu'on croit en toi, vraiment. Donc on va non seulement te donner la possibilité de faire quelque chose, mais te donner les outils pour y arriver. Parce que si on croit en toi, on te dit vas-y fais-le, mais que t'échoues parce qu'on t'a pas permis de réussir la mission, c'est pas vraiment croire en toi, c'est juste te dire vas-y débrouille-toi. Et vraiment je pense que en fait il faut vraiment cette croyance indéfectible, c'est le fondement de la relation.
Et c'est que parce que on y croit que eux, petit à petit, vont se dire ah ouais c'est vrai en fait peut-être qu'elle a raison. Enfin, je sais pas ce qui se passe vraiment. Je pense pas qu'il y ait des petits discours comme ça à l'intérieur, mais enfin en tout cas quelque part à un moment ça débouche sur que le jeune ou la jeune prend confiance en lui ou en elle et prend confiance aussi en nous. Et du coup, en l'entourage, et c'est là où le lien aussi peut se faire après, c'est un ricochet en quelque sorte. Et du coup, pour moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, vraiment, je pense que c'est vraiment fondamental, ça, y croire. Croire en eux, croire en nous. C'est vraiment le mot de bienveillance. Alors, je le sais, c'est un peu galvaudé, ce mot, on l'utilise tout le temps. Mais il n'y a pas longtemps, on était en formation d'équipe, nous, et on a parlé de ce mot-là, avec cette jolie définition, je trouve. C'est la bienveillance, c'est supposer le meilleur des autres. Présupposer le meilleur au lieu de présupposer le pire ou le moyen, le médiocre. Et je trouve que c'est très juste, quoi. Parce que croire en l'autre, lui dire je crois en toi, lui offrir les possibilités de concrétiser cette croyance, de la rendre véridique, c'est aussi l'exigence de lui dire mais du coup, c'est le meilleur que j'attends de toi parce que je crois que tu es capable de le faire. Et peut-être que tu ne vas pas y arriver du premier coup, parce qu'on n'est pas parfait, c'est pas possible de réussir tout de suite. Donc il va y avoir des étapes, mais n'empêche que je crois en toi et j'attends le meilleur. Je présuppose le meilleur de toi et il faut que tu sois à la hauteur de cette confiance que je t'accorde. Et c'est comme ça, moi, en tout cas nous, chez nous, du coup, ça se construit comme ça, c'est comme ça que la relation de confiance, elle s'instaure et elle devient réciproque aussi. Parce que du coup, après, ils attendent le meilleur de nous aussi. Donc après, il faut être à la hauteur de l'enjeu, quoi. Ouais, moi, je voulais juste rebondir parce que j'ai trouvé super intéressant comment justement tu as dépeint la relation de confiance. Et déjà sur la notion de confiance, pour moi, elle s'analyse sur 3 prismes différents. Après avoir accompagné plusieurs années. Je me dis que, en gros, il y a une différence une nuance entre avoir confiance et faire confiance. Et pour pouvoir avoir confiance, il faut faire confiance afin de pouvoir prendre confiance et permettre aux gens de prendre confiance et finalement être justement dans la confiance. Et ça, justement, je l'ai un peu expérimenté parce que du coup, j'étais à la coordination d'un programme de 70 jeunes que j'accompagnais justement à travers un programme qui s'appelle Maison, auprès d'Article 1. Et pendant la première année, j'étais très frustré, énormément frustré parce que en fait, je travaillais d'arrache-pied, j'animais des ateliers jusqu'à minuit, je me donnais à 100%. Et en fait, les seuls retours que je recevais, c'était des retours négatifs. Et en fait, oui, mais ça, il n'y a pas fait, oui, mais il n'y avait pas ça, oui, mais c'est... Et en fait, je me disais, mais ils ne se rendent pas compte du travail que je fais. Ils me disent que c'est... j'étais hyper frustré. Et après, j'ai discuté justement avec des personnes de la promotion qui partaient. Et en fait, ils m'ont dit, j'ai eu une vague d'éloges en mode cher, merci beaucoup. Franchement, tu sais pas, je me disais, mais c'est par rapport à tout ce que je vis au quotidien, je ne peux pas venir me dire ça parce qu'il y a une incohérence. Donc je me disais peut-être que on fait ça pour être joli, pour qu'il y ait une belle fin. Mais derrière, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire vraiment, comme le retour que tu as fait, c'est une phrase qu'on m'a sortie et moi qui allait me faire pleurer en me disant vraiment, tu sais pas l'impact que tu as eu dans ma vie. Et moi, c'est tout ce que j'espérais. Mais après, derrière, en fait, ça m'a fait prendre en maturité sur la dynamique où je me dis que lorsqu'on est dans le métier d'accompagnant, il faut prendre l'ingratitude, entre guillemets, comme un facteur du métier. Et il faut l'accepter. Ça veut dire aujourd'hui, il faut se dire qu'on est là pour le processus. On est là, on arrive dans des parcours de vie d'une personne. On ne sait pas si elle est au début d'une épreuve, à la fin, en plein milieu. On ne connaît pas du tout leur background. Et en fait, on ne peut pas venir juste sous le prisme professionnel et d'expérience qu'on a, de se dire, bon, telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça. En fait, elle est façonnée, elle est dans un environnement, elle est dans un contexte. On la prend comme elle est, on essaie de donner le meilleur. Et après, en fait, le reste, ça lui appartient, quoi. Et derrière, de se dire qu'en fait, il faut, je pense, en tant qu'accompagnant... Ah, excusez-moi. Il faut qu'en tant qu'accompagnant... Il ne faut juste pas trop le secouer, c'est tout. Merci beaucoup. Désolé, je suis un peu passionné. Il faut qu'en tant qu'accompagnant, excusez-moi, on soit OK avec le fait que, en fait, il faut faire confiance au processus et que
malgré toute l'expérience et tous les outils qu'on a, on n'est pas les maîtres de l'univers. On donne, et en fait, comme demain on va planter une graine au sol, bah, en fonction de si ça va être une année de pluie, comment elle va être traitée ou autre, etc., ça va donner des beaux fruits, ou ça va donner des fruits un peu différents, mais ça nous appartient pas et c'est pas dans notre contrôle. Et j'ai trouvé ça très juste parce que moi j'ai vraiment eu des années de frustration, mais au point de rêver de l'ingratitude de certaines personnes, et j'en ai un peu souffert. Mais aujourd'hui je suis en paix avec ça. Voilà. Et je me disais, il fallait que je partage. Merci. Alors, juste pour répondre et raisonner avec ce que tu as dit, j'étais extrêmement frustrée par un jeune à qui on avait trouvé une super opportunité, un super stage au Stadium. Il adore le sport, c'était l'idée dans la vente. Je me suis dit, oh, génial. Et on me dit, c'est toi qui vas le gérer. Je vais, oh, très bien. J'appelle le premier jour et on me dit, il n'est pas venu. Je le rappelle, je lui dis, mais il s'est passé quoi? T'as eu un souci? Je dis, bah. Sans argument. Je fais, bon, bah, demain, hop, au taquet, je compte sur toi. Et le lendemain, il arrive en retard. Et moi, il me dit, mais comment tu peux passer à côté de l'opportunité de ta vie comme ça aussi facilement? Et là, en vous entendant sur l'histoire de la confiance, eh ben, je me dis qu'il a manqué énormément de confiance et de certitude. Pour lui, c'était déjà gagné. Alors que le Stadium, il n'est pas venu. On lui a dit, bah, merci, au revoir, vous n'êtes pas venu à l'heure. Bah, au revoir. Et ensuite, j'ai beaucoup échangé avec lui. Il m'a dit, mais j'ai pas mesuré que si j'arrivais en retard, bah, la sanction elle tombait. Puisque à l'école, il pouvait arriver en retard et il rentrait. Et je dis, bah ouais, bienvenue dans le monde de la réalité. Et donc, je pense que, comme tu disais, Cher, parce que toi, tu étais à article 1, moi j'étais mentor chez eux. Je m'aperçois que souvent, c'est une histoire de saison. Chacun est dans une saison différente. Et nous-mêmes, quand on les aide, ben, il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt à bien transmettre sur cette histoire de confiance. Comment bien faire en sorte que ce soit un tremplin. Et génial de se dire que 20 ans après, ce prof, il a fait la différence. Donc ça nous encourage, je pense, à tout un chacun à se dire je peux faire la différence. Voilà. Oui, alors, par rapport à la question justement de cette frustration ou autre, je crois que, en tout cas, nous, dans notre univers en mission locale, on est quand même très très piloté par des politiques publiques. Alors, je sais plus qui disait, c'est pas que de la faute des politiques publiques. C'est pas vrai. C'est pas si simple, mais je vais quand même mettre un petit coup sur les politiques publiques si vous m'y autorisez. En fait, on est. Voilà, donc, nous, en mission locale, c'est un statut en réalité un peu particulier. C'est-à-dire que nous sommes des associations, mais avec une délégation de service public. Donc, on est un peu entre les deux. Donc ça veut dire qu'on a d'un côté une forme d'innovation sociale, puisqu'en tant qu'association, on a les possibilités de mettre des choses en place, et en même temps, de l'autre côté, on se doit, si on va être payé pour ça, et continuer à faire notre travail, de mettre en œuvre les politiques publiques. Et en fait, le problème, c'est que ces politiques publiques ne nous laissent pas le temps, et le temps, c'est quelque chose qui revient régulièrement, de co-construire avec les jeunes, y compris, c'est quoi pour eux et pour nous en commun une insertion réussie. Parce que pour nos politiques publiques, une insertion réussie, c'est trouver un boulot, et si ça peut être dans la sécurité, pendant les JO, la façade incroyable de l'hôtel de ville, c'était quand même juste improbable. Donc, on a quand même malgré tout des injonctions qui nous incitent à mettre les jeunes dans les cases qui vont bien. Et en fait, le temps qu'on ne prend pas, en tout cas nous on a du mal à prendre, c'est de co-construire ensemble. C'est quoi au bout l'insertion réussie? C'est-à-dire que est-ce qu'on autorise un jeune à dire moi je viens vous voir parce que j'ai besoin de créer du lien, je ne sais pas tellement si j'ai envie de travailler, franchement le boulot, j'ai pas une image du travail qui est formidable, en tout cas ce que je sais c'est que j'ai envie de savoir un petit peu ce que je vaux. Franchement, entendre ça et travailler avec ça, pour nous, avec les moyens qu'on nous donne, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'on va dire ouais ok mais par contre il va falloir que tu rentres en formation parce qu'on a besoin de toi. Financé par la région. Et financé par la région parce que sinon on n'est pas payé pour tout ça. Donc en réalité, les conditions aussi qu'on met
pour pouvoir justement créer cette relation de confiance, elles sont quand même fondamentales. Et vraiment, j'insiste sur cette question de, pour le jeune, c'est quoi une insertion réussie? À quel moment est-ce qu'il va se dire, là, je suis content de moi? Parce que le fait de dire, t'as réussi, si pour moi t'as réussi, c'est que t'as été à ton truc, à ton stage au stadium et derrière ils t'ont embauché, mais lui il dit non, moi en fait ma réussite c'est de pouvoir créer du lien avec les autres parce que je suis tellement paniquée, j'ai du mal à parler aux autres. En fait on a deux objectifs qui sont pas les mêmes. Et donc déjà d'avoir un objectif commun, ça reste quand même une priorité. Malheureusement on ne le permet pas toujours. On fait ce qu'on peut mais c'est pas toujours évident. Voilà. On m'a donné le challenge d'être très synthétique, donc je vais essayer de... C'est pas ma force première, Marianne le sait. Non, je voulais simplement raccrocher vos témoignages à une phrase qui a été dite tout à l'heure, que j'ai notée. La réciprocité, c'est la base de la confiance. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'y crois tout à fait, en ayant travaillé pas mal dans l'accompagnement des jeunes avant, qu'il faut peut-être aussi, première chose, assumer, parce que c'est aussi vos témoignages qui m'ont inspiré ça, que si on travaille aussi dans l'associatif, dans le secteur jeunesse et dans l'accompagnement, c'est aussi pour nous, c'est pour eux, mais c'est aussi pour nous. Et c'est peut-être ok de l'assumer aussi, en disant c'est aussi une façon de contribuer à la société telle que moi j'ai envie de la construire. Et donc tout d'abord d'assumer cette réciprocité dans la confiance, d'être aussi, rajouter un deuxième mot à la réciprocité, c'est la transparence. Donc aussi dans cette idée d'assumer dans la relation quels sont nos objectifs, pas peut-être dire tout, mais aussi aller vers peut-être plus de transparence dans cette relation de confiance. Je crois aussi beaucoup dans, moi c'est un des facteurs de la réussite dans la relation, c'est la transparence. Et pour ajouter un dernier terme, parce que et après je vous laisse sur ça, c'est l'humilité. C'est de se dire aussi, peut-être assumer dans cette relation de confiance que on essaye des choses et nous aussi on se trompe et que si je t'envoie aussi à un programme dans lequel moi je crois, je sais pas non plus en fait finalement, je peux pas te garantir à 100% que ça va te convenir, que ça va changer ta vie, que ça sera le meilleur truc qui t'est déjà arrivé, mais que je peux aussi le dire et on peut se faire confiance, mais je peux aussi assumer en toute humilité que je fais mon job tel que je peux le faire et on essaie de faire ça ensemble, mais aussi, comme il disait tout à l'heure, on n'est pas maître du monde pour autant et c'est bien de se le rappeler dans ce rôle-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps là d'en parler, mais c'est apparu lorsqu'on préparait le débat en discussion. C'est aussi la question du collectif et comment on crée les conditions pour que les jeunes, entre eux, arrivent à se faire confiance. Et moi, j'ai quelque chose qui m'est venu en tête quand on a entendu Cher sur la question de finalement avoir confiance et ce que fait l'individu ne nous appartient pas. Je dirais que ça s'applique aussi au collectif. Et des fois, il faut accepter aussi la souveraineté du collectif. Et c'est quelque chose des fois qui peut être déstabilisant et où on pose les limites, etc. Ça questionne en tout cas, mais effectivement, et ça apparaît, et à Powa on croit beaucoup en ça, en la force du collectif, et je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec la confiance qu'on donne à l'individu, et ça a apparu comme un ingrédient aussi fort pour instaurer une relation de confiance. Du coup, on va pouvoir accueillir maintenant la troisième thématique. Pour me présenter. Alors moi je ne vais pas me présenter dans un format institutionnel, je vais me présenter peut-être dans la philosophie de Powa. Donc c'est André Decamps. Je suis d'origine congolaise, même s'il y a les deux camps qui viennent un petit peu perturber la petite affaire. Donc moi je suis arrivé, j'ai un parcours assez, au niveau géographique, assez mouvant. Je vais pas tout déballer, mais je vais revenir sur le propos de la jeunesse. J'ai longtemps vécu en Guyane française. Et en Guyane française, il y a quand même beaucoup de communautés qui y vivent. Donc on a des Amérindiens, on a la communauté laotienne, on a des Haïtiens, on a des Guyanais d'origine, on a des Guadeloupéens, des Martiniquais. Et tout ça, ça gravite autour de la ville guyanaise.
Et donc, mon adolescence, je l'ai vécu là-bas. Et quand je suis arrivé en métropole, j'ai eu un petit choc quand même. Un petit choc dans tout ce qu'on est en train de se dire. Là on met des mots savants, politique publique, le maire, les collectivités qui agissent dans ce qu'on voudrait faire et qui nous emmènent dans un format, il faut être toujours dans l'attente. C'est attends, il faut avoir le programme, la mesure qui va bien avec, la subvention, il faut avoir tel interlocuteur qui soit formé pour t'accompagner, etc. Et donc on a une jeunesse métropolitaine qui traverse des choses un peu, enfin je veux dire comme ça, un peu folles. Moi j'ai vécu une adolescence un peu comme Mowgli. J'allais à la pêche, pêcher l'anguille, le poisson, discuter avec mes frères haïtiens, guadeloupéens, parler de ce que c'est être haïtien en Guyane. Est-ce que on parle beaucoup de la communauté Hmong en France? Non, alors que c'est des Français. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage que les dom-toms ne soient pas représentés dans nos politiques publiques. Si c'est le cas, c'est sur des mesures, place nette en ce moment. Donc, ma présentation, elle est pas révoltée, même si c'est un peu le ton que je donne. Elle est un petit peu dans l'étonnement, dans la curiosité, dans un format qui n'est pas que la jeunesse. En fait, moi, j'embarque tout le monde. J'embarque tous les gens qui sont en marge des politiques publiques où il y a des assos comme vous, POA, qui viennent dire « Coucou, on est là, on peut vous accompagner sur un terrain de jeu que forcément les politiques publiques n'ont pas envie d'emprunter, dans des espaces où on parle d'inattendu, d'incertitude. Donc on prend ça à bras-le-corps et puis on va aller avec vous dans vous, ce que vous avez envie de vivre, et non pas dans un programme préétabli où en fait on vous fait croire qu'on va être avec vous, mais c'est pas trop ça. Donc déjà je vous remercie pour cette invitation, merci pour tout ce qui est en train de se dire là. Moi ça me permet de me dire qu'on n'est pas tous dans une pratique standardisée, on peut se laisser aller à parler. Donc voilà, moi c'est en vrai. Je vais me présenter de façon un peu plus classique, parce que je n'ai pas vécu en Guyane. Moi, c'est Fahmi Idrissi, je suis directeur de service jeunesse depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je suis président d'une association départementale d'information jeunesse en Seine-et-Marne, et je suis administrateur au sein d'un collectif des directeurs jeunesse. Certains de mes copains sont là. Voilà. Et puis je suis très heureux d'être présent pour parler de cette relation avec les jeunes et de l'accompagnement des jeunes. Du coup, lorsqu'on a préparé ce débat, est apparu un foisonnement d'idées, de témoignages liés à votre expérience. Et peut-être pour lancer la discussion, j'aimerais que vous me parliez de effectivement cette relation de confiance, mais à la fois par un prisme qui est le vôtre, donc un prisme qui peut être une lecture aussi politique, éthique de cette relation de confiance. Je sais qu'on discutait notamment avec toi, Fahmi, sur finalement, oui, créer une relation de confiance, mais pourquoi faire? Et voilà. Si ça résonne pour vous, et je sais que ça résonne déjà pas mal. Ouais, c'est pas un sujet facile, parce qu'en réalité, on ouvre une porte derrière laquelle on découvre une centaine d'autres portes. Les jeunes qu'on accompagne aujourd'hui, on leur met une petite graine dans la tête, et cette graine-là, un jour ou l'autre, elle va germer. Ça, c'est une évidence. Et moi, j'en suis sûr de ça. Je ne suis pas utopique, je ne suis pas idéaliste, c'est une évidence. Ça va germer. Un jour, j'ai entendu un éducateur qui disait des choses tellement vraies. Il était félicité pour le travail qu'il avait fait dans l'accompagnement d'un jeune. Et lui, il relativisait son accompagnement. Il disait, mais vous savez, là, ça a marché parce que c'était le bon timing. La même action pour un autre jeune ne va pas forcément avoir le même impact. Donc, il faut toujours qu'on relativise notre action avec celle des autres éducateurs. Les familles, l'éducation nationale, la prévention spécialisée, tous les partenaires avec lesquels on bosse tout au long de l'année. Voilà. Mais il faut en être convaincu de ça. On met une petite graine, alors il y a une grosse forme d'ingratitude, et on ne voit pas de résultats forcés. On n'en voit pas tout le temps. Maintenant, j'ai 49 ans, j'ai des éléments de retour, là. Je commence à avoir du feedback.
en place sur certains territoires. Ouais, mais on n'attend pas. On n'est pas là pour attendre. Voilà. Donc oui, évoluer en collectivité territoriale, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Le deuxième élément que je vais donner, puis après je laisserai la parole à André, c'est cette forme de contradiction qui peut exister au niveau de la collectivité territoriale entre le temps du politique et le temps du technique. On n'est pas toujours dans les meilleures conditions de travail et pour pouvoir fournir du travail de qualité, il faut qu'on prenne le temps. Et prendre le temps, c'est prendre le temps de tisser cette relation de confiance avec le jeune, apprendre à se connaître. On parlait tout à l'heure de réciprocité, c'est la base dans la relation de confiance. Mais quand d'un autre côté, on a des enjeux de vitrine, on a des enjeux de timing politique, on a des enjeux de mandat, ça va très bien, eh ben, il faut savoir concilier ces deux vitesses-là de travail. On va construire une espèce de parcours entre l'accompagnant et le jeune qui va faire que lui, à un moment donné, il va se dire ouais, là, je suis passé à cet endroit, j'ai eu des gens, franchement, ils auraient pu me dire écoute, c'est bon, tes rendez-vous manqués là, ça va. Malgré ça, on a tenu bon, on a construit quelque chose, on a construit un lien sur des moments de tension qui fait qu'on a ce truc très particulier qui s'est construit avec nous. Je voulais juste revenir sur le côté transparence. Alors ça n'engage que moi. Le côté transparence, moi je crois que c'est important de le mettre sur la table parce qu'on exige beaucoup de choses dans l'accompagnement, état civil, etc., etc. Et de l'autre côté, je pense qu'on attend aussi un peu de... t'es marié, avec qui t'as des enfants, chien, chat, t'as des coups, etc. Je pense que ce type d'informations qui n'ont l'air de rien, c'est important aussi pour le jeune qu'on accompagne, d'avoir une espèce d'espace où on peut dialoguer, parce qu'on nous vend, je le dis encore, ça n'engage que moi, beaucoup cette histoire de il faut mettre une distance. Je suis professionnel quand on est jeune, on ne peut pas rentrer dans nos mondes. Mais à quel moment on se rencontre pour de vrai? À quel moment on est dans ce monde où on veut dialoguer? Est-ce que c'est juste dans le temps de cet accompagnement, ou est-ce que ça peut se jouer aussi dans la rue où je te vois faire tes courses, etc. Je crois que ça c'est aussi important de marquer ces moments de rencontre, parce que la rencontre c'est peut-être aussi sur des moments un peu comme ça, où on se dévoile, on se dit vraiment qui je suis, cette transparence authentique, et c'est là où on traverse des choses. Je prends un exemple, je suis du côté des Yvelines, j'ai traversé les Mureaux, je connais très très bien les Mureaux, je connais très très bien Trappes, et dans ces parcours, je connais bien aussi Mantes-la-Jolie, dans ces jeunes, dans ces femmes, etc. Je pourrais raconter des expériences sur les collectivités publiques, si vous m'en donnez le temps. Moi j'ai des jeunes qui m'ont posé des questions, voilà, un peu comme je suis en train de dire là, sur la vie privée, etc. Et je crois que si on accepte ça, ça donne des choses où, quand on se rencontre 15 ans après, où ces mêmes jeunes deviennent pères de famille, où on est en train de faire sa vie dans le même territoire, ça ne donne pas le même feedback. On explore ensemble, ça veut dire quoi pour nous être mentor, ça veut dire quoi accompagner. Après, on prend un peu les retours de chacun et souvent après quand je complète à mon niveau, j'ai cette phrase un petit peu provocatrice de je vous souhaite de ne pas voir les résultats de votre accompagnement. Parce que finalement, ça veut dire que, parce que voilà, c'est lâcher sur les attentes que l'on a, c'est se concentrer sur les intentions et faire confiance qu'en face de nous, on a des êtres humains singuliers qui vont s'en saisir à leur manière. Donc voilà, ça a beaucoup fait écho. Et toujours sur Powao, j'étais moins directement à l'œuvre, mais j'ai pu voir quand même l'intelligence de l'équipe à concevoir les budgets de manière à ce qu'on soit, et les indicateurs d'impact, de manière à ce qu'on ne soit pas pris dans les filets des injonctions politiques, de manière à ce qu'on se laisse l'espace de tester
puisque c'est quand même un espace, c'est l'intention première, donc voilà, comment la garder. Et donc je rejoins bien sûr cette difficulté à faire avec, parce que clairement ça nous ouvre, ça nous donne les moyens de faire, mais comment garder cette boussole, ne pas se dénaturer, chose qu'on rencontre aussi beaucoup auprès des professionnels avec lesquels on échange. Je dirais c'est même, c'est dramatique, c'est ce qui prend le pas presque ensuite sur la capacité à œuvrer au quotidien. Et et souvent, donc voilà, là disons, Powerhouse c'est un cas particulier, on a défié, on sait quel est notre sens, et c'est un peu un Tetris de comment est-ce qu'on ajuste les finances, on ajuste nos objectifs, on ajuste nos cibles. On fait les pirates sur comment, on va peut-être pas vous donner toutes les coulisses, mais en tout cas, je trouve qu'on a réussi à garder cette, mais ça nous a demandé beaucoup d'intelligence, et je pense qu'il y a des structures qui sont quand même confrontées à ça. Par ailleurs, on aurait pu mettre ce temps-là, je pense, sur l'impact plutôt que sur comment faire avec ces incohérences. Mais bon. La transparence aussi. Alors, moi je suis dans l'accompagnement, j'ai été dans des situations d'accompagnement en individuel et en collectif. Aujourd'hui, on a tous nos fibres et c'est vrai que je me sens davantage dans la fibre de l'accompagnement en collectif. Et donc c'est aussi l'approche sur quoi on peut accompagner dans des contextes qui utilisent les deux, mais disons que dans notre mode d'action, on a quand même, et auprès des jeunes et auprès des professionnels, cette approche davantage en collectif. Et vraiment, moi je retrouve les ingrédients que vous avez nommés, c'est-à-dire que quand on anime un atelier, il y a ce truc d'être comme on l'est là en fait, on est tous, que je sois animatrice ou participante, en fait, on est tous au même titre en train de vivre une expérience. Et quand je transmets aussi à d'autres professionnels la manière quand on réfléchit à nos manières d'animer, pour moi, ça me paraît, c'est essentiel en fait de se prêter aux activités que l'on prend, d'être partie prenante finalement des activités. Et c'est d'ailleurs aussi ce que l'on partage avec les mentors POAO. En fait, cette dynamique qui se crée quand on est tous pair à pair, en fait, on est tous êtres humains, on est tous en situation de se poser des questions, de vouloir trouver un sens à notre vie, de vouloir contribuer, d'être utile, de faire face à des difficultés. Et quand on prend les choses sous cet angle et qu'on les exprime, de dire qu'est-ce qui a fait que moi aujourd'hui je prends du temps avec vous, qu'est-ce qui me motive à être avec vous, et puis de pouvoir ensuite retourner la question. Parfois ça vient, parfois ça vient pas, en fait, d'accepter aussi ce qui vient tel que c'est. Je trouve que la relation d'authenticité elle s'installe, et souvent j'aime bien dire que parfois ça peut arriver dans des contextes d'orientation, d'accompagnement plus ou moins voulu. En fait, à un moment donné, parfois, moi, ça m'arrive, des personnes rentrent dans la salle, elles sont prêtes, elles sont venues pour vivre une aventure de quelques heures ou quelques jours. Elles ne savent pas toujours pourquoi, elles ne sont pas forcément volontaires. Mais dans la manière de vivre les choses ensemble, dans les premières minutes, souvent, moi, je leur dis pas toujours, des fois ça m'arrive, ça dépend du contexte, mais ils ne savent pas toujours pourquoi ils sont là, mais ils savent pourquoi ils restent. En fait, parce qu'il y a il y a la relation qui s'installe, et où ce que vous partagez aussi, on construit le présent ensemble en fait, à ce moment-là. Et ça me parle aussi beaucoup ce qui était partagé sur une jeunesse qui pouvait être un petit peu plus ancrée dans le réel parfois, comme tu l'as nommé. Et c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on partage beaucoup et qui peuvent paraître aller de soi, mais qui ne sont pas toujours... moi, l'humilité, ça me paraît vraiment essentiel de dire... oui, le fait d'être à l'heure, le fait de pouvoir comprendre un peu, petit à petit tel ou tel code, c'est pas acquis de prime abord. Et d'avoir cette patience-là, quel que soit le contexte. Par exemple, nous, sur POAO, ça nous arrivait qu'il y ait des mentors qui se disent tiens, est-ce que j'ai bien fait les choses? Et je les comprends en fait. On se dit je viens là pour donner de mon temps. Et parce que là, le jeune ne revient pas, et puis 3 rendez-vous plus tard, il revient, il a eu des difficultés, mais il est ravi d'être là. Et en fait, le fait de ne jamais présupposer, c'est quelque chose aussi qui est très difficile et pourtant très soutenant dans mon métier.